Bonjour Nicole Belloubet. Bonjour. Bernard Tapie, selon son avocat interrogé hier par BFM, considère qu'un appel du parquet serait farfelu. Et vous ? Moi, je n'ai pas à considérer quoi que ce soit sur une affaire individuelle. J'imagine que le parquet va prendre le temps d'analyser la situation, d'analyser la décision qui a été rendue hier avant de prendre sa décision. Ce serait logique, un appel du parquet ? Pas nécessairement. Tout dépend évidemment de l'analyse précise de la décision. Pas forcément logique parce que, après tout, il y a eu deux jugements différents. L'un au civil qui a condamné Bernard Tapie parce qu'on avait à l'époque considéré que la manière dont l'arbitrage avait été rendu n'était pas régulière, et l'un au pénal qui a considéré qu'il n'y avait pas d'escroquerie. Donc il n'y a pas forcément de caractère illogique, mais néanmoins le parquet, j'imagine, va analyser. C'est difficile à comprendre pour les gens qui vous regardent, justement, ces deux décisions. Expliquer aux Français qu'une procédure civile condamne et qu'une procédure au pénal relaxe. Quelle est la cohérence ? Mais il peut y avoir une cohérence parce que vous pouvez très bien accomplir un acte qui civilement engage votre responsabilité, qui n'est pas correct. Là, en l'occurrence, on avait considéré que la composition de la commission d'arbitrage n'était pas régulière parce qu'il y avait des liens entre M. Tapie et les personnes qui composaient cette commission. Et puis d'un autre côté, on peut considérer que pour autant, il n'y a pas de tentative d'escroquerie au pénal. Ça n'est pas incompatible. Ce sera évidemment au parquet de décider cela. Et comment expliquer qu'ils doivent rembourser alors qu'un tribunal estime qu'il n'y a pas eu escroquerie ? Parce que, au civil, on a considéré qu'il n'y avait pas eu de composition régulière du jury d'arbitrage. Donc les deux choses sont différentes. Les deux choses sont différentes, mais encore une fois, pour que ce soit clair, c'est une affaire qui, au fond, que suivent les Français, je le disais, depuis 26 ans. On apprend donc Christine Lagarde, par exemple, condamnée par la Cour de justice de la République il y a 2 ans et demi, dans le cadre d'une supposée escroquerie dont le tribunal vient de dire que les preuves n'étaient pas apportées. Là encore, c'est difficile à suivre. Oui, mais encore une fois, je crois que même dans la vie courante, j'entendais hier un avocat qui prenait un exemple d'un conducteur qui causait un accident sur un passage piéton sans l'avoir voulu et qui disait que civilement, il y avait une responsabilité dans ce cas-là, mais que pénalement, pour autant, il n'y avait pas eu tentative vraiment de délit ou d'infraction pénale. Donc on peut, dans notre droit, distinguer les deux. Je crois que c'est important d'ailleurs de distinguer les deux. Et maintenant, le tribunal a levé les saisies qui avaient été effectuées sur ces biens. Est-ce que vous dites ce matin aux Français que l'État va désormais tout mettre en œuvre pour récupérer l'argent public de l'arbitrage ? Très clairement, M. Tapie doit des sommes à l'État. Il me semble qu'il lui appartient évidemment de les rendre et l'État se mettra en position de récupérer l'argent qui lui est dû. Ce n'est pas le cas depuis la décision au civil. Il n'a pas remboursé un centime, c'est ce qu'on apprenait hier. L'affaire étant terminée, l'État, évidemment, mettra en œuvre les moyens. Mais il y aura une volonté politique de le faire. C'est important, encore une fois, on parle de 403 millions d'euros et c'est de l'argent public. Ce sont des sommes très importantes, elles doivent revenir à l'État. 26 ans de procédure, combien a coûté ce procès ? Alors écoutez, je n'ai pas là le montant financier. Mais c'est un sujet, quand on est garde des Sceaux, le coût d'une procédure exceptionnelle comme celle-ci ? Ce qui est un sujet pour le garde des Sceaux, c'est le caractère absolument indépendant de la justice et le fait que les juges rendent des décisions en toute impartialité, en toute indépendance. Et ça, c'est un vrai sujet. La longueur des procès est également un sujet. Pas tant sur des situations singulières que de manière générale. Et ça, c'est une véritable préoccupation. C'est la raison pour laquelle le texte que j'ai porté il y a quelque temps au Parlement, je l'espère, nous permettra d'accélérer, lorsque cela est possible, la tenue des procès. C'est trop long. Vous dites c'est trop long et c'est trop cher. Globalement, la justice civile est trop longue parce que les gens attendent des décisions et je crois que nous devons là-dessus faire un effort, mais pour tout le monde. Il y aura toujours des affaires emblématiques qui prendront plus de temps. Et ne vous méprenez pas, je crois aussi que le temps dans le domaine judiciaire est un vecteur d'apaisement. Mais pour autant, il ne faut pas que les procès s'éternisent parce que les gens ne comprennent plus rien. Parce que les gens ne comprennent plus rien ou est-ce que aussi parce que ça coûte cher ?
Ou est-ce que c'est une préoccupation, ça, ou pas? Non, mais le coût de la justice est une préoccupation, évidemment, parce que c'est une préoccupation que nous portons globalement au niveau de l'État, que c'est l'argent public, évidemment, qui finance cela, donc c'est une préoccupation. Mais ce n'est pas la préoccupation qui me meut. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on puisse rendre un service aux justiciables le plus rapidement et le mieux possible. Vous avez parlé de l'indépendance, vous dites que c'est un aspect très important de ce dossier-là. Depuis hier, on entend que c'est un dossier politique. Écoutez, il me semble que les décisions qui sont rendues, aussi bien au civil qu'au pénal, montrent qu'il y a une véritable indépendance des juges, et c'est tout à fait souhaitable et naturel d'ailleurs. Parce que les magistrats du tribunal, hier, ont fait preuve d'une grande indépendance, c'est ça que vous voulez dire, par rapport à une décision qui avait été prise auparavant? Tous, non, pas du tout. Tous, aussi bien au civil qu'au pénal. Il y a là, me semble-t-il, la marque vraiment de l'indépendance judiciaire. Juste, est-ce que cette affaire vous encourage plutôt à mettre en doute le principe des arbitrages privés qui sont mis en cause notamment on en parle récemment avec les traités de libre-échange. Est-ce que le principe de l'arbitrage privé... Je pense que le principe de l'arbitrage est un principe qui permet, dans un grand nombre de cas, d'apporter des solutions et d'apporter des solutions rapides à partir du moment où ils sont rendus dans des conditions d'impartialité qui sont importantes. Et donc, non, ça ne me conduit pas à remettre en cause cela, mais je crois qu'il y a évidemment un minimum de conditions d'encadrement. Un mot sur un rapport du ministère de l'Intérieur publié hier. Il y a eu près de 68 000 infractions numériques enregistrées en 2018, plus 7% par rapport à 2017. Est-ce qu'il y a eu des condamnations ? Alors, vous faites là le lien, quand vous parlez des infractions numériques, vous faites le lien avec notamment la proposition de loi qui a été adoptée hier à l'Assemblée nationale, qui était portée par la députée Laetitia Avia, et qui vise, en partie vous faites le lien, qui vise parce qu'il y a les escroqueries financières et puis il y a l'appel à la haine sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Alors c'est autre chose si vous voulez, mais les deux entrent dans le développement de la criminalité numérique. Donc la proposition de loi Avia nous permettra de mieux lutter avec des magistrats spécialisés contre le développement de la haine en ligne. Elle est contestée parce que certains estiment qu'il y a un risque de surcensure qui serait laissé à des opérateurs privés. Vous savez, nous avons mis en place un parquet qui sera spécialisé sur ces sujets-là. Donc s'il y a des contestations, le parquet en sera juge avec des magistrats qui seront formés sur ces dossiers-là. Mais pour revenir à votre question initiale, c'est-à-dire les escroqueries en ligne, non seulement nous avons une plateforme qui est située à Pontoise, à la carte, par exemple sur les escroqueries à la carte bleue, qui recense l'ensemble de ces escroqueries, qui d'ailleurs fait des liens entre des situations individuelles, ce qui vous arriverait à vous si on vole la carte bleue, à moi, et puis on va remonter à un réseau. Et nous avons un parquet, en l'occurrence celui de Pontoise, qui est également en charge du traitement de ces escroqueries. Donc oui, il y a des condamnations, et des condamnations qui, encore une fois, nous permettent de remonter parfois à des réseaux, ce qui est évidemment tout à fait important. Dernière question, très rapidement. Vous avez annoncé un nouveau texte qui permettra d'étendre le bracelet électronique avant la condamnation au civil, au pénal. On parle de féminicide. On parle de violence faite aux femmes. Exactement. Qui prendra la décision si ça se fait avant la décision de justice? L'idée, si vous voulez, c'est qu'actuellement, nous avons des possibilités, mais uniquement, nous avons des possibilités de mettre en place ce bracelet anti-rapprochement qui permet donc à un conjoint violent, qui interdit à un conjoint violent de se rapprocher. Nous avons besoin d'étendre la possibilité de poser ces bracelets, y compris à des gens qui n'ont pas encore été condamnés. C'est donc évidemment le juge qui prendra la décision, mais nous avons besoin d'une accroche législative. C'est donc la proposition de loi que j'ai annoncée. Eh bien, merci beaucoup, merci Nicole Belloubet. C'est à vous, Laurent.